Bonjour à tous, ici Piero San Giorgio. J'ai le plaisir aujourd'hui, miracle de la technologie, entre la Suisse, qui fut un pays neutre, et la Russie. Nous sommes en contact avec Alexandre. Alexandre, bonjour. Bonjour, Privet Gasparien Sacha, quelque chose comme ça. Privet. Oui, c'est ça. Voilà, en tout cas, je suis ravi. Ça fait plus d'une dizaine d'années que je suis un petit peu ce que tu fais. On avait failli se rencontrer, puis ça n'avait pas fonctionné. Donc, c'est la première fois qu'on se connecte. Et je voulais parler un petit peu de ton parcours. Je voulais que tu parles de ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené de ton pays d'origine, je suppose que c'est la France, à vivre en Russie, et puis surtout, comment ça s'est passé, comment ça s'est développé. Alors, on va faire cette vidéo en deux parties. Une première partie, voilà, on va parler un petit peu de comment ça se passe en Russie aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire, c'est quoi tes activités. Et puis, dans une deuxième partie qui est uniquement pour mes abonnés Patreon, on va poser des questions un peu plus pointues. La situation, évidemment, nous sommes en juin 2023. S'est passé beaucoup de choses ces dernières années, évidemment, ces derniers Oui, mois. Et on va peut-être aller un petit peu plus loin sur ces sujets. Donc, voilà, une partie qui est en public et une partie qui est sur mon canal Patreon privé. Alexandre, parfait. qui es-tu, d'où tu viens, où tu vas? Alors, Alexandre, il a 45 ans. Il est né en France, effectivement. Tout me prédestinait à rester en France. J'ai fait ma scolarité en Afrique, au Congo, pour des raisons personnelles. Mon père était entrepreneur là-bas. Donc, j'ai fait l'école française là-bas. Puis après le bac, je suis revenu en métropole, faire des études de droit. Et puis, théoriquement, faire comme tous les enfants français d'Afrique de l'époque, c'est-à-dire rentrer en métropole pour y vivre et travailler. Voilà, à 22 ans, je me suis toujours assez intéressé à l'histoire, à la politique, à ce qui se passait autour de moi. Le fait peut-être d'avoir vécu en Afrique et d'être assez ouvert sur un tas de sujets. Donc, euh, quand la guerre en Serbie en 99 a commencé, ça m'a impacté. Et donc, à 22 ans, j'ai participé à la création d'une association humanitaire qui s'appelait le Collectif Non à la guerre, le CNG. Il y avait le Collectif Non à la guerre au niveau national et on avait fait, nous, une association qui était en local, euh, qui s'appelait Aquitaine Voïvodine. Donc, l'Aquitaine, c'est la région de Bordeaux, et la Voïvodine, qui était la région du nord de la Serbie, où il y a la Novi Sad. Bref, on a travaillé avec l'église orthodoxe là-bas. Je me suis baladé en Serbie. J'ai appris le serbe. Et puis, la Serbie m'a ouvert à la Russie. Simplement, c'est un pont. Et puis, de fil en aiguille, du point de vue professionnel, moi, je travaillais pour une multinationale italienne qui avait des projets en Chine. Donc, j'avais commencé en 2005-2006. Un peu plus tard, je suis allé en Chine travailler. Au même moment, j'ai rencontré en fait ma future femme, qui était ma copine à l'époque, mais qui est devenue ma femme, la mère de mes enfants, qui était russe, mais qui avait grandi aussi en Europe, en France. Donc, de facto, en 2007, on a fait notre premier voyage ensemble en Russie. C'est simple. Ça m'a beaucoup plu. Ma femme a été assez à droite. Elle m'a sorti de Moscou Centre et on a plutôt fait le tour de la province. Donc, pour sortir la carte postale, voilà, ça m'a plu. On est revenu l'hiver. La Russie, c'est bien l'été. L'été, c'est beau, il fait chaud, les filles sont déshabillées, il y a beaucoup de beauté, d'érotisme. Bon, tous les hommes du monde entier aiment la Russie l'été. L'hiver, c'est une autre réalité. On se pèle. Donc, en effet, été-hiver, ma femme a trouvé un travail lors de ce séjour d'hiver et elle venait de finir ses études, elle avait 22 ans, elle était toute jeune, donc elle est restée travailler. Moi, je suis rentré en France, j'ai tout empaqueté et puis je suis arrivé à 30 ans avec une valise et j'ai refait ma vie à 30 ans, complètement en Russie en 2008. Donc, voilà. Et donc, en Russie, ben, ça a plutôt bien marché en fait. On a travaillé, puis on a monté des business en commun. Donc, notre principale activité, c'est une activité, on a un cabinet de conseil en ressources humaines et recrutement. Donc, créé il y a 11 ans, qui jusqu'au 24 février 2022 était spécialisé dans l'accompagnement des entreprises françaises qui venaient en Russie. Voilà, là, on bosse avec les Chinois, on fait le grand retournement, mais ça se passe bien, paradoxalement. Voilà. En parallèle de ça, j'ai un blog, je tiens depuis mon arrivée en Russie un blog qui s'appelle le blog alexandrelatsa.ru, le Dissonance, que j'ai rebaptisé le journal d'un Frussien. Voilà, donc j'écris sur la Russie, j'ai écrit 3 livres sur la Russie. En 2016, j'ai publié un ouvrage, Le Printemps russe, aux éditions Les Sirtes. Voilà, donc j'ai une activité de blogueur. J'étais à l'époque assez souvent dans les médias russes et un peu internationaux, français notamment. J'avais fait un gros débat
sur France 24 sur l'Ukraine. C'était à l'époque où on invitait encore des gens qui n'étaient pas d'accord avec le mainstream. Mhm. C'était il y a 10 ans. Depuis, maintenant, on n'invite plus personne. Voilà, donc c'était mon activité d'écriture, de blogging, personne publique. J'ai eu la chance d'être le manager du projet Puy du Fou en Russie en 2014, juste avant que malheureusement, le Puy du Fou, c'est un grand parc d'attractions français très célèbre tenu par un homme politique. Juste avant que les sanctions pleuvent, les sanctions Mhm. de l'Union européenne pleuvent sur la Russie et donc fassent annuler le projet. Et depuis 2020, et il faut le dire, la relative brillante gestion du Covid par les autorités françaises, j'ai des gens qui m'ont contacté et qui m'ont contacté pour s'installer en Russie. Et j'ai créé en fait un module spécial, donc module d'installation spéciale, Ruspatriation, avec lequel j'accompagne les gens qui ont des projets personnels, familiaux, sentimentaux, professionnels, peu importe, en Russie, les gens qui veulent aller en Russie. Et ça cartonne. C'est-à-dire que depuis 2020, j'ai parlé à des centaines de personnes. La fin 2021, juste avant le début de l'opération spéciale russe en Ukraine, il y avait près de 80 personnes qui étaient en train de faire le switch direct de s'installer en Russie. Des gens que j'ai installés dans l'Oural, des gens à Saint-Pétersbourg, des gens sur Moscou, en banlieue de Moscou. Donc, il y a vraiment des Français qui s'installent, qui refont leur vie, des Belges aussi, des Suisses, mais des gens qui veulent sortir de l'Union européenne, sortir de la matrice civilisationnelle du système d'exploitation de l'Union européenne et aller en Russie. Et évidemment que le début de l'opération spéciale a mis un coup d'arrêt à tout ça parce qu'il y a eu 10 000 nouvelles complexités avec les problèmes bancaires, etc. Bon, c'est compréhensible. Puis tout le monde se demandait un peu ce qui allait se passer. Est-ce que les sanctions allaient détruire l'économie russe? Est-ce que ci, est-ce que ça? Bon, et là, ça reprend. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quelque chose d'assez inattendu pour moi, c'est que, pour le dire de façon simple, l'opération spéciale russe en Ukraine est comprise, là, c'est avec raison, je pense, par beaucoup de gens, comme étant une espèce de point d'arrêt de la course vers l'Occident de la Russie et du fait que la Russie se replace géopolitiquement dans un pivot vers l'Est et l'Orient beaucoup plus fort et vers le reste du monde. Et par conséquent, il y a beaucoup de gens qui ont compris, à mon avis, ils ont raison, que l'après, ça va être une Russie renforcée dans un monde plus multipolaire et que finalement, ce que les gens appréhendaient, comme beaucoup de gens, et ce qu'on disait beaucoup dans les médias français, c'est que la Russie va se mettre un rideau de fer autour d'elle et devenir une Corée du Nord. En fait, c'est pas ça qui se passe. Et ce qu'on voit, nous, de Russie, en parlant avec des Russes qui vont dans des zones exotiques pour travailler, pour s'installer ou pour faire des nouveaux business, ce qu'on voit, c'est que c'est l'Union européenne et l'Europe qui, en fait, se met son rideau de fer autour d'elle. Mais c'est l'Occident qui s'isole et pas la Russie. Donc, on est plutôt, voilà, on accompagne des gens qui ont un projet de vie, on va dire, idéologique, de changer de système d'exploitation et d'aller en Russie. Donc, je les accompagne à titre personnel. Oui, alors c'est très intéressant. D'ailleurs, pas plus tard que ce matin, j'écoutais, tu as un petit blog vidéo que tu relayes sur les réseaux, sur YouTube, mais aussi sur ton site. Mhm. Et tu Et parlais sur ce Telegram, matin, ouais. oui, et j'ai découvert ces vidéos il y a pas longtemps, et je les ai trouvées où tu marches, et tu nous permets de faire découvrir un peu le quartier vers la... Enfin, il y en a plusieurs, mais enfin, près de la Ouais. rivière, c'est la Mhm. Neva, c'est ça? Non, Moskva. Moskva, Moskva. Confonds, hein. Et bref, tu te balades et tu commentes un petit peu l'actualité. Et celle que j'écoutais ce matin, qui doit être une des dernières, tu disais une phrase qui est très juste. Beaucoup de gens aiment la Russie pour les mauvaises raisons et beaucoup de gens détestent la Russie pour les mauvaises raisons aussi. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que je suis complètement d'accord avec ça, même si j'habite pas en Russie, mais j'y vais souvent. Tu vois, je regardais, même dans mes petits truc de voyage, j'ai gardé mon Ah, magnifique. petit, Ruban mon de petit Saint-Georges, ouais. ruban de Saint-Georges et, euh, et je suis maintenant lié éternellement à la Russie, comme on dit, également. C'est ça. Donc, bref, si tu peux nous en dire plus, quelles sont les mauvaises raisons pour Oui. lesquelles les gens aiment la Russie et surtout les mauvaises raisons pour lesquelles ils ne l'aiment pas? Alors, en fait, l'idée du module Ruspatriation et de ces vidéos, c'est de filmer la réalité de la vie dans les rues de Moscou aujourd'hui. Pas seulement, je vais filmer d'autres villes russes, mais l'idée, et chaque fois que je vais dans un quartier ou une ville, je parle d'un sujet lié à la Russie. Ce que je pense, c'est que beaucoup de gens aiment la Russie pour ce qu'elle n'est pas. Donc, des gens qui sont anti-russes,
c'est souvent des gens qui ne sont pas allés, c'est souvent des gens qui ont une mauvaise expérience perso avec une femme russe, ça peut arriver, statistique. Ouais, c'est des gens qui sont dopés par les médias mainstream et qui pensent que, moi, je sais pas, les Russes sont des sauvages, que les Russes n'ont pas d'argent. Enfin, on entend ça encore beaucoup sur LCI, La une mafia est espèce partout. d'expert. Ouais, mais pas que ça. Je veux dire, il y a une espèce d'experte ukrainienne sortie de je sais pas où, là, qui expliquait qu'il n'y avait pas de courant à Moscou, il n'y a pas d'électricité. Enfin, Moscou, c'est Singapour, c'est beaucoup plus moderne que l'Europe. Bien sûr. Donc, donc, il y a un C'est grand vrai. contingent de population qui se plante complètement sur ce qu'est la Russie. Ils y connaissent rien. Ils sont abrutis par leur télé, leurs médias. Bon, OK. Et après, dans la branche russo-favorable, il y a des gens qui, je pense, en tout cas, moi, je la campagne, donc je le constate, ils fantasment la Russie. C'est-à-dire qu'ils idolâtrent la Russie pour des raisons que je peux comprendre de l'extérieur, mais ce pas les raisons à partir d'Europe, partir de France parce qu'on en a marre de l'évolution sociétale, de l'évolution politique, de l'immigration, etc., pour aller en Russie. Je comprends les raisons du départ. Mais les raisons du départ, c'est une chose. Et savoir ce qu'on va trouver, c'en est une autre. Ce que je veux dire, c'est que on va être objectif. Moi, je vends le fait de vivre en Russie, mais je suis transparent. La vie en Russie, elle est difficile. Si c'était un pays de cocaïne, un pays facile, tout le monde y serait. Si c'était le paradis sur Terre, tout le monde y serait. Si c'était un pays facile, beaucoup de gens y seraient beaucoup plus que maintenant. Donc, chaque zone du monde a ses difficultés. Et quand tu es un Européen, que tu vis dans un monde européen qui était jusqu'à peu relativement protégé et lisible et facile et transparent, c'est une chose. Mais quand tu vas t'installer au Mexique, en Inde, en Chine, en Russie, en Turquie, tu fais face à des nouvelles réalités quand même. Donc, il y a des particularités identitaires, comportementales locales, à des différences d'attitude, de mentalité. Les femmes sont pas pareilles, les hommes sont pas pareils, c'est pas les mêmes. Je veux dire, physiquement, les Russes sont comme les Européens, la majorité, mais enfin, le système d'exploitation d'un Russe et d'une femme russe et une femme française, c'est Ah ouais. Ah ouais. divergent, c'est pas du tout les mêmes modèles. Donc, tout est comme ça. Et surtout, le truc, c'est que, évidemment, que la vie à Moscou, la vie à Saint-Pétersbourg, c'est quelque chose. Si on aime les villes, d'extrêmement plaisant. C'est une vie idéale, je veux dire, pour les gens qui aiment les villes. Tout est ouvert, il n'y a pas d'insécurité, tout est propre, tout est tenu, tout est digitalisé, tout est super techno, tout est super facile, l'administration fonctionne. On a changé de pays. Mais après, tu as d'autres Russies. Tu as une Russie des plus petites villes, très différente. Tu as une Russie des villes mono-industrielles. Tu as une Russie des campagnes qui sont à l'abandon. Tu as une Russie des républiques ethniques. La Tchétchénie, la vie en Tchétchénie, c'est pas la vie à Moscou. Non. Ça n'a rien à voir. Le Daghestan, c'est pas Saint-Pétersbourg. Tu as une Russie climatique, tu as une Russie des périphéries du Nord que même les Russes fuient, où il est très difficile de vivre. Tu as une Russie de l'Extrême-Orient, au bord de la mer. Tu as une Russie du Sud, où il y a des abricotiers qui poussent. Donc, c'est immense. Et les gaps en Russie, les gaps entre les choses vont de 1 à 7 ou de 1 à 9. La qualité des hôpitaux, la qualité des administrations, la qualité, la façon dont on te traite, la qualité. Donc, c'est très varié, la Russie. C'est un monde, c'est un état civilisation. Et les gens qui se disent, ouais, mais moi, j'habite à la campagne, je vais plugger mon mode de vie à la campagne française, pratique, facile, tout est à côté, tout marche. Hop, j'enlève juste les immigrés parce qu'il y en a marre, ils sont trop nombreux, et je vais me plugger en Russie. Je baptise, hein, mais je vais me plugger en Russie et faire pareil, je vais continuer à manger français, penser français, vivre français. Non, ça ne peut pas marcher. Déménager en Russie, c'est vivre une autre expérience. Alors, elle a ses énormes avantages, que moi je pense. La vie russe et la vie en Russie a d'énormes avantages. Mais il y a aussi des difficultés inhérentes au fait que chaque pays a ses difficultés et que la Russie n'est pas un pays facile. Et que la Russie n'a jamais été connue pour être un pays facile. C'est un pays compliqué, c'est illisible, les choses sont pas faciles à. Les mentalités sont très différentes, le climat est ce qu'il est, les infrastructures hors des villes sont vite compliquées. Moi, je conduis en Russie, je me suis baladé, je vais dans la campagne, je connais bien le pays, je suis allé dans l'Extrême-Orient, dans l'Oural, je me suis baladé. J'ai commencé à avoir en 15 ans une vision du pays. Il y a des villes qui périclitent, tu as des villages abandonnés, tu as des endroits où l'hiver, tu prends 4 jours de neige d'affilée, tu ne peux pas sortir ta bagnole. Il y a des difficultés. À 50 km de Moscou, moi j'ai un copain français qui habite dans un village, ils ont trouvé des traces d'ours comme ça l'hiver dernier autour de la maison. Bon, ça c'est un ours qui Oh, s'est pas l'ours. endormi, qui est sorti bouffer. Ouais, il n'y a pas d'ours dans le centre de Moscou. Non, Mais non, il y mais en je a quand sais. même dans la campagne de Russie, il y en a. Bon, ça se mange l'ours, ça va. Mais C'est c'est très vrai que bon. ce que tu C'est très bon. décris est tout à fait juste. Moi-même, j'ai un petit investissement, j'ai un projet. Je suis directeur d'une entreprise dans l'Altaï. Et D'accord?
et dans l'hôtellerie. Donc, j'ai un hôtel, un petit hôtel. Peut-être tu le connais, ou en tout cas, si tu ne connais pas, on t'invitera. Et Ah, avec plaisir. donc, c'est avec mon partenaire qui est français qui travaille là-bas. Ça fait maintenant une année, exactement une année au 1er mai que l'on l'exploite. On est plein, c'est plein, plein, plein. Mais on n'arrive pas à embaucher une seule personne compétente. Voilà. Alors évidemment, c'est Ah parce que bah. c'est loin. Pas une seule Non, personne. non. Et chaque mois, on doit virer celui qu'on a embauché pour alcoolisme. Alors, c'est pas Moscou. Je connais Moscou comme toi, et Saint-Pétersbourg et quelques autres villes, mais ça n'a rien à voir. Dans ces villes, il y a des gens compétents, il y a des gens ici en Suisse, dans les écoles hôtelières suisses, on accueille dans la formation hôtelière beaucoup de Russes, des jeunes filles notamment, qui sont formées au top du top de l'hôtellerie suisse et qui, quand elles reviennent à Moscou, à l'Hilton, au Kempinski et à tous ces hôtels, elles apportent le savoir-faire pour un standard qui est largement égal au top de l'international. Mais dans l'Alta, il n'y Oui. a personne. Non. Et ce que tu dis est tout à fait vrai. Même de ma toute minuscule expérience, c'est tout à fait juste ce que tu dis. Pointe un sujet d'autant plus d'actualité qui est le sujet suivant. C'est qu'en Russie, structurellement, il y a une pénurie de. C'est dingue, hein, mais il y a une pénurie de gens pour travailler. Pourquoi? Parce qu'il y a un pourcentage de la population russe, je ne sais pas, c'est 15%, 20%, de gens qui ne travaillent pas, qui sont en mode survie. Et donc, la réindustrialisation du pays, le redéveloppement des services locaux, là, le redéveloppement du tourisme intérieur, puisque les Russes ne sortent plus, fait qu'il y a besoin de mains pour travailler. Et là, il y a un problème de nombre. Il y a d'autant plus un problème de nombre que tu as à peu près maintenant 500 ou 600 000 Russes qui sont en train de combattre. Ça, c'est des gens qui ont entre 20 et 45 et 50 ans. Mhm. Il y en a 5, 6, 700 000 qui sont sortis du pays. Alors, la moitié, c'est des Haïti qui travaillent pour les groupes russes de dehors, mais il y a 2% ou 3% des actifs qui ont disparu. Il y avait déjà une tension pénurique et toute la main-d'œuvre compétente se jette sur les grosses villes parce que c'est là que les salaires sont les plus élevés. Une des grandes difficultés en Russie, c'est les niveaux de salaire qui sont trop bas en province. Et effectivement, trouver des gens pour travailler dans les métiers de service que sont l'hôtellerie, que sont la restauration, que sont la vente, c'est cataclysmique. Mais moi, j'ai des clients, même sur Moscou, qui sont là-dedans, qui ont des centaines de vendeuses. Les mécanismes de recherche d'employés, ils les arrêtent jamais. Ils recrutent 24/7 toute l'année parce que de toute façon, tu as de la perte, tu en vires, ils disparaissent, ils s'en vont, ils reviennent, il faut remplacer, c'est la saison. Et donc, c'est très, très, très compliqué en Russie pour une entreprise de se développer comme elle veut. Moi, mes clients en Russie depuis 10 ans me disent toujours la même chose. On se développe comme on peut, comme on arrive, mais pas comme on voudrait. Ils n'arrivent pas à aller aussi vite qu'ils souhaiteraient parce qu'il y a un énorme problème de capital humain et de disponibilité de gens embauchés en nombre et la qualité. Alors, c'est anecdotique, mais j'ai également travaillé en Afrique longtemps. Et il y a un point commun dans la mentalité russe et dans la mentalité. Alors, l'Afrique, c'est immense. Mais en général, la mentalité, on va dire, africaine, c'est qu'il y a, comme tu as dit, une partie de la population, un pourcentage de la population qui, à un moment dans sa vie, et ça va y compris dans des classes sociales, éduquées ou riches, ou qui tout d'un coup pète un câble, pète un plomb, comme on dit, et tout d'un coup dit, voilà, je m'en vais, j'arrête, je fais autre chose. C'est pas la crise de la quarantaine, c'est très culturel. On se dit, voilà, je vais partir dans la taïga ou en Afrique, arrête de bosser. Et tu sais pas trop bien pourquoi, tu sais, et pour peut-être revenir dans quelques mois, dans quelques années. Et ça, je l'ai vécu aussi. Il y a effectivement une gestion des ressources humaines différente à mettre en place Oui. avec plus de redondance, plus de gras dans les entreprises. On ne peut pas être à l'américaine en Russie, c'est certain. Non, mais pour aller dans le sens que tu veux dire, moi j'ai connu ça en Asie. C'est-à-dire qu'en Chine, c'est jusqu'à peu, c'est pareil. Dans tous les pays émergents ou réémergents, parce que la Russie c'est un réémergent, Mhm. euh, il y a cette espèce de, on va dire, de faible niveau de chômage. Et dans les zones développées, ben, tu as une versatilité comportementale des employés terrible. Ils switchent, ils démissionnent. En Russie, un employé, à Moscou, il y a 0,4% de chômage. Aujourd'hui, un employé compétent, il a 3 offres par jour. Donc évidemment, euh, s'il change de boulot pour un mois, il est sûr que dans un mois, il revient, il a 3 offres de boulot. Donc il n'est pas inquiet. Un IT en Russie, c'est pareil.
Et en Chine, quand j'ai travaillé un peu dans les grandes villes, Hangzhou, Shanghai, Ningbo, etc., c'était ça. C'est-à-dire que dans les entreprises avec lesquelles je travaillais, les gens venaient pas le matin, il est parti. Non, il a trouvé un autre travail un peu mieux payé. Donc, c'était toujours une tension. Effectivement, tu es toujours en tant qu'employeur, tu es en précarité de stress permanente en disant de qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui va se passer, lequel ne sera pas là aujourd'hui. Mais et là, en Russie, avec quand on a eu la mobilisation l'automne dernier, c'était terrible, hein. Les gens disparaissaient. Moi, je travaillais avec des entreprises en province, en banlieue de Moscou, un peu plus loin de Moscou, de 300, 400 bornes. Ils se lèvent le matin, il y avait 10% des employés qui avaient disparu, les hommes, inquiets. Ils étaient allés partis se cacher dans la taïga, et puis leurs compagnes qui, du coup, suivaient le mari, parce qu'on ne va pas laisser le mari tout seul. Donc, j'avais vraiment une espèce de. Non, mais c'était terrible. Donc, toutes ces zones, en fait, où il y a de l'activité qui repart concentrée, de la croissance, où il y a du redéveloppement, de l'émergence, effectivement, les comportements RH ne sont pas du tout les mêmes. En Europe, nous sommes sur des comportements stabilisés, longs, avec des longs préavis, des processus d'embauche longs, pas pour l'IT, mais globalement, c'est très normalisé, standardisé, qui fait que travailler dans les RH en Russie est paradoxalement beaucoup plus excitant qu'en Europe parce que tu es toujours face à des situations incroyables, imprévues. Alors, tu disais un mot très, très intéressant, les pays réémergents. Et c'est vrai que la Russie est un pays qui est très présent dans l'histoire européenne depuis plusieurs siècles, évidemment, depuis longtemps, parce que depuis Pierre le Grand, Catherine, les tsars, les campagnes napoléoniennes, évidemment, c'est un pays qui est très présent dans l'imaginaire, mais aussi économiquement dans l'Europe. C'était un concurrent très fort de l'Angleterre pendant très longtemps. Et quand on lit les livres sur la Russie, ou même par des gens comme Tolstoï qui décrivent la vie en Russie, alors certes romancée, mais enfin, on se rend compte qu'il y a quand même une constante d'avoir des élites dans des grandes villes très ouvertes sur le monde, cosmopolites largement, et puis un peuple plutôt fataliste, capable de travailler très dur, capable de soutenir des dures souffrances du climat d'une part, mais pas seulement, aussi des souffrances que l'histoire tragique amène souvent en Russie, d'ailleurs, par les Suédois, par les Allemands, par les Français, par les Anglais, par tout le monde. Et ce pays tient, mais avec cette différence entre des personnes extrêmement cultivées, extrêmement ouvertes sur le monde, et puis je dirais pas que les parties rurales sont recroquevillées sur elles-mêmes, mais par la force des choses, elles sont différentes, elles sont très religieuses historiquement, elles ont une abnégation face à la vie assez impressionnante. Et, et finalement, ce que tu décris aujourd'hui, ça ressemble un petit peu à c'est simplement, évidemment, avec la modernité qui drape ça d'une autre manière. Mais pourtant, il y a une émergence différente qui se passe. Qu'est-ce qui marche vraiment bien aujourd'hui en Russie? Alors déjà, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire, c'est vraiment intéressant. Euh, il y a, il faut comprendre que la Russie, c'est 147 millions d'habitants, c'est 75% de Slaves orthodoxes, et que c'est quand même 25% de divers. Mhm. Des minorités musulmanes, des minorités asiatiques, etc. Donc, il y a une centaine de peuples, donc il y a des micro-petites minorités partout. Il y a une espèce de mosaïque tout à fait surprenante. Dans cette immensité de 147 millions d'habitants, il y a 20% à peu près des gens qui sont déjà sortis de Russie. 20%. Donc, 80% des Russes ne sont jamais sortis de Russie. Dans les 20%, il y a beaucoup de gens sont sortis de Russie, sont allés en Turquie, en Égypte, dans des hôtels all-inclusive où il y a des serveuses russes. Et donc, le mec, il a été en Égypte. Oui, d'accord. Non, ça s'appelle la Russie à l'extérieur. Voilà. Et il y a une infime minorité de gens qui voyagent en Asie, en Amérique, en Europe, etc. Il y a 15% des Russes qui parlent une langue étrangère seulement. Donc, il faut bien comprendre ça. Et après, la Russie est un État qui est fondamentalement féodal, encore aujourd'hui. Mhm. C'est un État féodal et clanique. Et la société russe, elle est extrêmement. euh, la Russie, d'ailleurs, et la société russe, c'est pour moi des contradictions permanentes. Et je crois que la Russie est un pays de contradictions. Il y a des contradictions, je vais tenter de les expliquer dans vidéo sur ma chaîne YouTube dans les mois à venir, mais voilà, c'est un pays de contradictions. Oui, tu as une Russie
de Moscou, de Saint-Pét, des 14 autres villes de plus d'un million d'habitants, où globalement, les populations de ces villes vivent assez bien, assez comme en Europe, assez à l'européenne. C'est ces gens-là qui vont en Europe, qui allaient en Europe en vacances, etc. Je ne parle pas de l'élite globalisée russe, des oligarques, etc., qui sont allés dépenser le pognon de l'État à Courchevel. Mais voilà, les gens normaux, les gens qui travaillent, c'est les 3 ou 4 d'actifs qui travaillaient pour des boîtes internationales, etc. Après, tu as vraiment une autre Russie, c'est la Russie des villes russes, la Russie des petites villes. En fait, c'est la Russie réelle, profonde, c'est la masse silencieuse russe, c'est la Russie des villes de. La première Russie, donc la Russie des grandes villes, la Russie moderne, c'est 15-20% du pays. Après, tu as une Russie, c'est 30%, 35%, c'est la Russie des villes industrielles, la Russie des petites villes. Là, on vit plus pauvre, on vit plus conservateur, on... ça vote Poutine, c'est russe au russe, c'est gris dans l'architecture, les villes, c'est Toliati, c'est des petites villes, etc. Après, tu as la Russie des campagnes, des villes de moins de 50 000 habitants et des campagnes. Ça, c'est encore 35% de la population. Là, c'est encore plus conservateur dans les zones religieuses et c'est plutôt une Russie plus âgée et encore plus pauvre. Et puis après, tu as la Russie de toutes les minorités. Daghestan, Tchétchénie, le Caucase musulman, la Volga, une partie de Tuva, la Sibérie du Sud, etc. Les Russies plus ethniques. Donc, c'est des Russies. Moscou, c'est le 21e siècle. Le Daghestan, c'est encore le 18e dans certains Mhm. endroits. Mhm. Tu as des gaps énormes. Et oui, la Russie, c'est ce que tu viens de dire, c'est que c'est toujours des contradictions permanentes. C'est toujours une espèce d'élan passionnel vers l'Europe civilisationnelle. Mais mon impression, après 15 années de Russie, c'est que la première année, je suis arrivé en Russie en me disant, mais c'est 100% l'Europe ici. Après 15 ans, j'ai une vision beaucoup plus balancée de ça. Moi, il me semble que la Russie est un pays relativement européen, mais il est loin d'être qu'européen. Il me semble que la Russie est un pays qui est quand même très autre chose. Alors, cette autre chose est dure à qualifier. Est-ce que c'est un Mhm. pays eurasiatique? Est-ce que c'est un mix? Est-ce que c'est juste de la Russie non européanisée? Évidemment il y a une histoire russe liée à l'Europe, mais toutes les guerres sont aussi avec l'Europe. C'est ça qui est terrible. Le gros des guerres et des invasions, c'est l'Europe. Enfin, c'est l'Europe. Donc, c'est toujours des contradictions. On aime l'Europe à qui on fait la guerre. On est un grand pays, mais tout le monde est concentré à Moscou. Il y a toujours des contradictions systémiques profondes. C'est un pays conservateur, mais il y a plein de divorces et d'avortements. Enfin, beaucoup moins maintenant, c'est en train de se améliorer. Mais voilà, il y a toujours des super conservatismes russes, quelque chose d'unique. Donc il y a vraiment des grandes contradictions. C'est un système fondamentalement patriarcal, patrilinéaire, mais avec un matriarcat dedans fonctionnel qui s'est développé. C'est que des contradictions. La Russie, c'est unique. Tu me disais, qu'est-ce qui marche en Russie? Au niveau politique, tu veux dire? Ou au niveau. Oh, le politique, on pourra peut-être en parler dans la deuxième partie, Très bien. mais plutôt voilà, quand quelqu'un, parce que c'est un expatrié pour des raisons de travail ou parce qu'il veut venir découvrir la Russie et que tu le rencontres et que tu l'accueilles à Moscou, euh, il arrive à l'aéroport, il va se taper un gros embouteillage pour arriver dans la ville et après, il se passe quoi? Alors, déjà, moi, j'ai créé une formation qui s'appelle Ruspa Tourisme et j'accompagne la semaine prochaine mes premiers Ruspa touristes. C'est des gens à qui je fais voir. Si on parle de Moscou et Moscou région pour l'instant, je suis en train de développer sur le sud du pays aussi, sur Saint-Pétersbourg, mais là, ça sera pour l'instant Moscou, Moscou région. Je leur fais voir la vraie Russie. C'est-à-dire qu'on va faire chaque jour, on fait un programme d'éloignement pour comparer. On sort de Moscou, on fait le métro à l'heure de pointe, on va à l'hôpital public, on va au poste de police, on va à la poste, on va à l'administration, on va voir les écoles, on va voir les facs, on va dans les bons restos, là où il y a des belles nanas, c'est du pognon. Il faut voir. C'est quelque chose qu'il faut voir une fois quand on est un homme. On, on va dans les mauvais restos, on va dans une boîte de nuit, euh, on va, je leur fais un parcours réel du Moscou réel. On se Mhm. tape l'heure de pointe, on se fout dans les bouchons en bagnole, voir comment ça fait. On fait un test. On sort de Moscou, voir une petite ville, on compare, on va dormir là-bas. Donc moi, j'ai un programme d'accompagnement. Bah déjà, le Français ou l'expat qui arrive, il peut aussi pas faire de bouchons. Il monte dans les nouveaux trains express, les aéro express qui relient les aéroports au centre-ville maintenant. Il y en a toutes les 35 minutes. Il se pose Ouais. dedans et il arrive dans le centre.
Mais après, je le récupère, ben, on va à l'hôtel, on l'enregistre, et puis s'il reste plus de 7 jours, et puis on lui ouvre un compte en banque, on lui prend un téléphone russe pour qu'il ait une carte russe, ça c'est faisable. Donc voilà. Mais l'idée, c'est de montrer la réussite. Et le truc, c'est que la Russie est un pays qui change très vite, un écosystème qui évolue très vite. Et là, de facto, avec l'opération Z, le switch, il se traduit tous les jours. Moi, je vois plus de Chinois qu'avant. Je lis les nouvelles, les choses changent. Donc, on est là aujourd'hui en plus dans un écosystème de réadaptation, de réajustement au milieu de la grande bifurcation. Donc, c'est assez passionnant de voir ça de dedans, stressant et passionnant. Et les gens qui viennent maintenant, les gens que j'accompagne, ce qu'ils veulent, c'est mettre un pied dans ce système parce qu'ils pensent que ce système demain sera un système puissance, en fait, pendant qu'ils pensent que l'Union européenne continue à aller droit vers le mur. Tout à fait. Alors, on va passer à la deuxième partie. Pour conclure, est-ce que tu peux pour nous donner plus d'informations, quels sont je mettrai tous les liens sous le descriptif Mhm. de la vidéo. Ton site web, Ben, mon site web, le journal d'un Prussien, alexandrelatza.ru, je te donnerai le lien, tu le mettras, d'accord. oui. On va mettre tout Ma, ça. cha- Ma chaîne YouTube et mon canal Telegram. Sur Telegram, je filme beaucoup Moscou. En Oui, plus de ma chaîne YouTube, je filme beaucoup Moscou, je fais beaucoup de photos, je montre les prix des choses, je montre la vie réelle. Voilà, donc c'est les gens qui n'ont pas Telegram pour l'installer et puis me suivre sur Telegram, puisque sur Telegram, on peut me parler, je réponds. Je consacre beaucoup de temps aux gens et je régulièrement, plusieurs fois par jour, je poste des réalités de la Russie d'aujourd'hui. parfait. Alors, on va tous se retrouver sur Telegram et en attendant, sur Patreon, la deuxième partie de cet entretien. À tout de suite.